10 décembre de l'an 2017. Bonjour à tous, bienvenue sur l'invité. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous ce jour Jean-Baptiste Elias. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Association nationale de lutte contre la corruption. Avec vous, nous ferons dans un instant l'état des lieux par rapport à la corruption au Bénin et nous reviendrons également sur quelques sujets qui trottent dans la tête de plusieurs Béninois par rapport à la corruption. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour conduire l'entretien avec moi, Kader Achirou, bonjour. Bonjour, bienvenue également. Jean-Baptiste Elias, à nouveau, bonjour. Bonjour. Alors, la lutte contre la corruption et l'impunité au Bénin aujourd'hui, alors quel est l'état des lieux? Je commence d'abord par remercier votre chaîne de m'avoir invité pour venir faire le point de la lutte contre la corruption au Bénin. Ça tombe bien puisque le 8 décembre dernier, nous avons célébré la 12e édition de la Journée nationale de lutte contre la corruption. Oui. Au Bénin, le gouvernement a pris un décret consacrant le 8 décembre de chaque année, Journée nationale de lutte contre la corruption. C'est une journée qui permet de faire la réflexion, de s'asseoir et de réfléchir sur comment allons-nous faire pour que la corruption, à défaut de cesser, puisse diminuer sensiblement. Pour répondre maintenant à votre question, Oui. quel est l'état des lieux? Si nous sommes un enseignant face à un étudiant, nous allons dire le Bénin peut mieux faire. Le Bénin peut mieux faire parce que nous qui travaillons dans le domaine de la lutte contre la corruption, nous aurions souhaité que la corruption soit moindre au Bénin. Nous aurions souhaité avoir un classement du Bénin dans les 5 premiers. Hélas, nous sommes 95e de par le monde sur 176. Beaucoup de gens disent, mais il y a beaucoup de pays derrière nous. Évidemment. Mais non, nous, on ne veut pas ça. Nous ne voulons pas nous comparer au cancre. On ne veut pas comparer au cancre. Nous voulons nous comparer aux meilleurs. Au moins parmi les 10 premiers. Pourquoi pas parmi les 5 premiers? Parce que les responsables des pays qui sont parmi les 5 premiers n'ont pas 2 têtes. Ils n'ont pas 4 bras. Ils n'ont pas 4 pieds. Et donc, nous aussi, nous pouvons être parmi les premiers. Et pour le faire, c'est très simple. Il suffit que nous puissions suivre les règles, que nous puissions suivre les procédures, que chacun puisse dire « je ne serai ni corrupteur, ni corrompu », et la corruption, à défaut de cesser, va diminuer sensiblement. Donc, l'état des lieux de la corruption au Bénin, c'est dire mi-figue, mi-raisin, nous sommes à moitié chemin, nous pouvons mieux faire. Mais est-ce que vous avez, on a l'impression, par rapport à cette lutte-là, qu'elle paraît sélective quand même au Bénin? On a l'impression qu'on cible d'autres personnes et qu'on ne cible pas d'autres. Comment ça se passe exactement? Ça dépend de ce que vous appelez sélectif. Ça dépend de ce que vous appelez cité ou ne pas cité. En tout cas, nous, Autorité nationale de lutte contre la corruption, ou alors les autres structures de société civile qui luttent contre la corruption, pour ne citer que l'exemple du FONAC, nous n'avons pas de dénonciation sélective. Pour nous, nous prenons d'abord le dossier dont nous sommes informés. Nous faisons les investigations. Une fois que nous avons les 100% d'informations dont nous disposons, nous interrogeons celui qui éventuellement est concerné par le dossier. Et nous lui disons, voici ce que nous avons constaté. Madame ou monsieur, êtes-vous prêt à corriger? Il dit oui, il corrige, c'est terminé. Nous ne sommes pas là pour faire le one-man show. Ce que vous entendez à la télé ou à la radio, c'est à peine 5% de ce que nous faisons. Les 95% ne sont jamais sûrs de personne. Parce que les intéressés corrigent. Reconnaissent les faits. Reconnaissent les faits et corrigent. Une fois qu'on a corrigé, pourquoi? Tenez, je vais vous donner un exemple. Oui, allez-y. Il y a 2 mois à peine, nous avons connu des cas où des ministres ont signé des États et ont pris de l'argent. Quand nous sommes partis dans ce ministère pour faire les investigations, nous avons constaté les faits. Et nous avons dit au ministre, non, monsieur le ministre, vous n'avez pas droit à prendre cet argent-là. Ah bon? Il me dit, monsieur le président, on m'a dit que c'est comme ça. J'ai dit, non, c'est pas comme ça. Aucun test ne vous autorise à prendre cet argent. Vous devez rembourser. Il a remboursé. Le directeur de cabinet aussi avait pris et il a signé l'État. Lui aussi, il a remboursé. Le directeur adjoint de ce ministère avait pris l'argent, il a remboursé.
Le secrétaire général du ministère, par contre, lui, il avait droit, il a pris. Mais quand j'ai demandé à ceux qui n'avaient pas droit de rembourser, qu'ils ont remboursé, on a redistribué cet argent à ceux qui avaient droit à ça et c'est terminé. Vous n'avez jamais entendu ça sur un plateau de télévision? Mais est-ce que vous ne trouvez pas assez facile que dès qu'on prend quelqu'un la main dans le sac, il rembourse tranquillement et il règle à la mienne? Mais non, c'est de bonne foi. Il faut quand même prendre les gens. C'est quand justement nous avons... Parce qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. De très bonne foi, il m'a dit, président, on m'a dit que c'est comme ça que ça se passe. J'ai dit non, monsieur le président, monsieur le ministre, vérifiez, cherchez, demandez qu'on vous donne le test qui vous donne droit à ça. Il dit, on m'a dit que c'est comme ça. Il dit non, c'est pas comme ça. Il ne faut plus qu'on vous dise c'est comme ça. Il faut qu'on vous apporte la preuve. Et donc, de bonne foi, il a signé. Mais quand nous lui avons dit il faut rembourser, il a remboursé. C'est fini. Pourquoi voulez-vous que nous puissions encore aller chercher la petite bête? Mais par contre, quand nous sommes face à des dossiers où nous voyons qu'il y a irrégularité, nous constatons les faits. Nous demandons aux intéressés de corriger. Ils ne veulent pas corriger parce qu'ils ont le soutien de X, ils ont le soutien de Y, ils ont la protection de A, ils ont la protection de Z. C'est en ce moment et en ce moment seulement que nous disons nous allons rendre compte. Et quand nous disons que nous allons rendre compte, certains croient que c'est pour rendre compte au président de la République. Non, nous on rend compte au peuple. Et c'est ça là que vous entendez. Donc, quand les gens résistent, ou que les gens ne font pas ce qu'ils doivent faire et que la faute est commise et que nous avons toutes les preuves en main, et qu'on interroge, on dit oui, j'ai fait, on va nous faire traîner à rond. Dans 2 mois, je vais faire. Dans 3 mois, je vais faire. Non. Nous, on rencontre au peuple. C'est ça que vous entendez. Donc, ce n'est pas sélectif, madame. Je vous dis, là, il y a moins de 2 mois, nous avons connu des cas comme ça que nous avons traités. Le ministre a remboursé, le directeur de cabinet a remboursé, le directeur agent de cabinet a remboursé, c'est terminé. C'est fini. Où est le problème? Ils sont de bonne foi. Ils disent, on m'a dit que c'est comme ça que ça se fait. Depuis des années, ça se fait comme ça, donc oui. Ça devient une habitude. Non. On dit non, c'est pas ça. Vous n'avez aucune preuve. Il faudrait que vous ayez désormais les papiers qui vous permettent de dire vous avez droit à ça avant de le faire. Sans quoi vous ne le faites pas. C'est aussi simple que ça. Alors, M. Jean-Baptiste Elias, revenons sur cette journée-là oui. de lutte contre la corruption. Ce 8 décembre, qu'avez-vous fait concrètement pour marquer cette journée au Bénin? Voilà. Au Bénin, nous avons innové cette année. La 12e édition a innové. Nous avons regardé l'évolution de la corruption au niveau local. Avec la décentralisation, nous avons constaté que la corruption s'est décentralisée aussi. Et nous avons dit, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose signifie qu'il faut toucher l'administration locale. L'administration locale se trouvant être au niveau des 77 communes. Nous nous sommes dit, nous allons embrasser les 77 communes ensemble. Nous allons embrasser les 12 départements ensemble. Nous allons embrasser les 22 ministères ensemble. Si bien que les 4, 5, 6, 7 et 8 décembre 2017, nous avons mis 19 équipes de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption sur le terrain pour sillonner toutes les 77 communes, pour sillonner tous les 12 départements et pour sillonner tous les 22 ministères, à l'effet de faire la sensibilisation pour les directeurs de cabinet, directeurs généraux, inspecteurs, conseillers techniques, chefs de service, coordonnateurs de projet, à l'effet de comprendre le contenu de la loi, les incriminations qui sont prévues, les fautes qui sont demandées et les sanctions qu'ils courent s'ils commettaient des erreurs de ce genre. Si bien que nous avons passé en revue les 156 articles de cette loi et à la fin, nous avons donné une copie de la communication à chaque participant et une copie de la plaquette de la loi à chaque participant. Si bien qu'aujourd'hui, tous ceux-là qui ont assisté à cette conférence débat dans toutes les communes, dans tous les départements, dans tous les 22 ministères, ne pourront plus jamais dire demain je ne savais pas. Nous avons mis l'accent également sur un sujet important au cours de cette journée nationale de lutte contre la corruption, que je dirais même une semaine. Le problème de déclaration du patrimoine est au cœur aujourd'hui des activités que nous devons mener. En effet, l'article 3 de la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin dispose expressément que des hauts fonctionnaires
des cadres, des ministres, des députés, tous les membres de toutes les institutions constitutionnelles, tous les hauts gradés de l'armée, de la police, de la gendarmerie, des eaux et forêts, les comptables et autres doivent faire la déclaration de patrimoine dans les 15 jours qui suivent l'entrée en fonction. Mais au 30 juin 2017, au niveau de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, nous avons constaté que au 30 juin 2017, Oui. 18 ministres sur les 21 ont fait leur déclaration de patrimoine. Il restait 3. Au niveau de l'Assemblée nationale, 30, non, qu'est-ce que je dis, 25 ont fait leur déclaration de patrimoine au 30 juin 2017. 25 ont fait leur déclaration de patrimoine. Au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, tous les 9 ont fait. Au niveau du Conseil économique et social, il n'y a que 4 qui ont fait à la date du 30 juin 2017. Donc il restait 28. Au niveau des préfectures, il y a un préfet sur 12 qui avait fait au 30 juin sa déclaration. Lequel déjà? Non, attendez. Nous ne sommes pas encore à ce stade où on va révéler les noms. Attendez. Au niveau des 77 communes, un seul maire sur les 77 avait fait sa déclaration de patrimoine. Au niveau des chefs d'arrondissement, aucun n'a fait sur les 534 chefs d'arrondissement que nous avons. Et sur les villages et quartiers de ville, aucun n'a fait de déclaration. Donc, nous nous sommes occupés de ça. Et nous avons écrit à tous les ministres, un à un, pour dire, tous les directeurs de cabinet, tous les directeurs, tous ceux qui sont astreints à la déclaration de patrimoine dans votre ministère, il faut les instruire à l'effet de le faire. Nous allons faire le point le 30 septembre. Nous avons écrit à chacun des 11 préfets qui n'avaient pas fait leur déclaration de patrimoine au 30 juin, de faire leur déclaration, que nous allons faire le point le 30 septembre. Nous avons écrit à chacun des 76 maires, un à un, pour dire, vous n'avez pas fait votre déclaration de patrimoine, il faut le faire, etc., etc. Maintenant, au 10 septembre 2017, Oui, allez-y. tous les 3 ministres qui n'avaient pas fait leur déclaration ont fait. Donc, c'est bon. Tous les ministres du gouvernement du président Talon ont fait leur déclaration de patrimoine, c'est OK. Au niveau de l'Assemblée maintenant, nous avons au 10 novembre 2017, 36 députés qui ont fait leur déclaration de patrimoine sur 83. Il reste 47 qui n'ont pas fait leur déclaration de patrimoine au 10 novembre 2017. Au niveau des préfets, il y avait 1 avant. Maintenant, 8 qui sont ajoutés. Donc, il y a 9 qui ont fait leur déclaration de patrimoine. Il reste 3. Au niveau du Conseil économique et social, 2 se sont ajoutés aux 4 avant. Ça fait 6. Il reste encore 24 qui n'ont pas fait leur déclaration de patrimoine. Au niveau de la Cour constitutionnelle, ils ont tous fait leur déclaration de patrimoine. Pour donner le bon exemple. Toujours, au niveau de la Cour constitutionnelle, ils ont tous fait leur déclaration de patrimoine, etc., etc. Donc, voilà la situation. Et nous nous sommes dit, en allant sur le terrain, nous allons montrer l'importance qu'il y a à faire cette déclaration qui est une obligation légale. Et le président de la République? Le président de la République a fait. Comment? Tous les ministres ont fait. Il a fait. Le gouvernement est à jour, 100%. C'est seulement les nouveaux ministres qu'on vient de nommer là que nous n'avons pas encore fini d'évaluer. On le fera dans les prochains jours. Sinon, tous les 21 ministres du premier gouvernement du président Talon, y compris le président lui-même, ils sont à jour. C'est bon, pas de problème. Donc, nous devons faire ce travail-là. Et pendant justement cette semaine-là, de la Semaine nationale de lutte contre la corruption, nous nous sommes évertués à parler de ça, à montrer l'importance qu'il y a à faire, tout ça là. Et nous avons dit, humblement, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption propose jusqu'au 31 décembre pour que tous ceux qui n'ont pas encore fait puissent le faire. Puisque cette fois-ci, on les a rencontrés physiquement. On a parlé, on leur a donné la copie de la loi, on leur a donné la copie de la communication. Ils ne peuvent plus dire maintenant, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Vous lui avez expliqué les enjeux aussi. On a expliqué tous les enjeux et tenez-vous bien, il y a des sanctions qui sont prévues. Laquelle? Ceux qui n'auraient pas fait la déclaration de patrimoine telle que nous souhaitons au 31 décembre s'exposeront à la loi qui dispose que ceux qui n'ont pas fait ça
on va leur enlever 6 mois de leur salaire. Oui. 6 mois. mois. Ah, voilà, c'est ça là. Et qui va prendre les 6 mois de salaire? Mais on le remet dans la caisse de l'État. 6 mois. Ceux qui ont fait une fausse déclaration, ils encourent la prison de 3 à 5 ans de prison pour avoir fait fausse déclaration. Et s'ils ont omis de déclarer un bien, ils doivent payer 3 fois la valeur de ce qu'ils ont omis de déclarer. Et comment vous savez tout ça? Il y a des, Mais il y a des personnes. contrôles, madame. Quand vous faites votre déclaration de patrimoine, d'abord, il y a comment dirais-je, un formulaire que vous allez remplir. Une fois que vous avez fini de remplir le formulaire, on vous demande de mettre les pièces justificatives. Tenez, pour la petite histoire, puisque vous aimez bien que je donne des exemples concrets. Oui. Les 3 préfets qui restent, qui n'ont pas encore fait, l'un m'a téléphoné, dit, président, tout le dossier est dans ma voiture là maintenant. J'ai des problèmes. Je dis, quel est votre problème? Il me dit, j'ai été là-bas, j'ai rempli tous les formulaires, je veux déposer. On me demande de donner la facture de mon poste téléviseur. Hein? J'ai acheté le poste téléviseur il y a 4 ans. Je n'avais jamais pensé à ce moment que je serais préfet. Donc, je ne sais plus où j'ai mis le papier de l'achat du poste téléviseur. J'ai une moto. Il y a 5 ans, je l'ai acheté. Au moment où j'achetais la moto, il y a 5 ans, je n'avais jamais songé que je serais préfet. On me demande maintenant de donner le papier d'achat de la moto. Donc, je suis en train de chercher, de fouiller dans mes affaires, de fouiller. C'est ce qui a fait que je n'ai pas pu le faire à temps. Tout ça. C'est assez contraignant. C'est assez contraignant de trouver Voilà. des factures. Alors donc, non, vous dites que c'est contraignant, c'est pas contraignant. Vous voulez un exemple dans notre pays? Vous comprendrez que c'est plus contraignant ailleurs. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire, qui, comme le Bénin, a signé le protocole de lutte contre la corruption de la CEDEAO le 21 décembre 2001, qui, comme le Bénin, a signé la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption en juillet 2003 à Maputo, au Mozambique. J'ai fini de tousser. Qui, comme le Bénin, a signé la Convention des Nations Unies contre la corruption en octobre 2003 à Mérida, au Mexique. Nous avons tous ratifié. Mais dans ce pays de la Côte d'Ivoire, quand vous voulez faire la déclaration du patrimoine, si c'est vous qui êtes concerné, si c'est vous qui êtes assujetti, vous avez un formulaire pour vous-même d'abord, que vous remplirez avec les pièces qu'on demande ici au Bénin. Vous joignez les pièces. C'est pas fini. Ah bon, il y a quoi, Votre épouse. Il y a quoi de complémentaire? Votre épouse, si vous avez une femme, Oui. elle a un formulaire à remplir avec tous les papiers justifiant tout ce qu'elle a déclaré. Si vous avez 4 épouses, chacune des 4 épouses Déclare ses biens. va déclarer, et les 4 déclarations de vos 4 épouses là se joignent à votre déclaration pour faire votre déclaration toujours. C'est pas fini. Toujours en Côte d'Ivoire. Si vous avez un enfant, 2, 3, 4, 5, 10, chacun des 10 a un formulaire à remplir. Mais- Je prends l'hypothèse où vous avez 4 femmes et 10 enfants. Vous seul, pour votre déclaration de patrimoine, vous avez 15 documents à remettre. Ça veut dire quoi? Il y a un formulaire pour vous avec les pièces, 4 formulaires pour chacune de vos épouses et 10 formulaires pour chacun de vos enfants, le tout ensemble, qui fait votre déclaration de patrimoine. Alors qu'au Bénin, c'est un seul formulaire qui... qui globalise Donc, tout. c'est Monsieur de facile. Bastille, moi, je pense plutôt qu'il faut organiser des séances de sensibilisation pour montrer aux Béninois qu'il faille prendre des factures, des reçus pour tout. Oui. Pour qu'au cas où on les nomme à des postes, qu'ils puissent sortir ça aisément. Parce que moi, par exemple, c'est pas toujours évident Voilà. d'avoir des reçus lorsque vous achetez peut-être. C'est ça. des Donc choses voilà assez pourquoi simples. justement, certains vont croire que nous faisons la complaisance et qu'on n'a pas encore commencé à proposer au président de la Cour suprême de prendre les sanctions parce qu'après tout, nous sommes des humains. Nous comprenons. Quand ce préfet m'a dit ça, c'est réel. Il m'a dit il y a 4 ans, je ne savais pas que je serais préfet. J'ai acheté mon poste téléviseur, je ne sais pas là où j'ai mis le papier. Maintenant, je suis en train de chercher. Et s'il perd, comment vous gérez ce cas? Je ne sais pas. Et là, justement, c'est le greffier de la Chambre des comptes de la Cour suprême qui verra ça avec lui pour apprécier et savoir ce qu'il faut faire. Mais Donc, vous avez demandé à savoir ce que nous faisons dans cette journée nationale de lutte contre la corruption-là. Voilà tout ce travail-là que nous avons fait pour sensibiliser tout le monde et les amener à faire ce qu'il faut faire. Mais lorsque l'intéressé vous fournit des documents falsifiés, qu'est-ce que vous avez, quelles sont les D'abord, dispositions c'est que pas vous nous prenez? qu'on fournit les documents. La déclaration du patrimoine se fait au niveau de greffe
de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Oui. C'est le greffier de la Chambre des comptes de la Cour suprême qui prend votre déclaration. Mais ça ne suffit pas. Tout à l'heure, je vous disais que si vous faites une fausse déclaration, vous risquez la prison de 3 ans à 5 ans. Ça veut dire qu'on vérifie. Oui, dans le cas des choses, mais s'il a acheté la télévision à 400 000 francs CFA et qu'il n'a plus la facture, Oui. et qu'il s'est fait comment on appelle, établir une autre facture, une nouvelle facture, à hauteur de 400 000 francs CFA et qu'il donne. Ça dépend. Si justement, en voyant le poste téléviseur, on se rend compte que sa valeur est 400 000 francs et qu'il donne vraiment une facture de 400 000 francs, Même si ce n'est pas avec le même vendeur. mais nous sommes difficilement en mesure de comprendre si c'est le même vendeur vendeur ou pas, ou pas. puisque on a vérifié que ce poste téléviseur coûte réellement 400 000 francs. Et il a vraiment donné une facture de 400 000 francs. Pourquoi vous allez encore chercher la petite bête pour dire est-ce que c'est le même vendeur qui lui a donné le papier ou pas? C'est quand il aurait fait une fausse déclaration. Par exemple, quelque chose, une maison qui aurait coûté 20 millions ou 40 millions ou 50 millions et qu'il aurait donné un papier pour dire non, cette maison-là a coûté 10 millions. Quand vous faites l'expertise et que vous vous rendez compte qu'il y a fausse déclaration, en ce moment-là, vous pouvez agir. Sinon, ce n'est pas nécessaire. Voilà. Alors, Jean-Baptiste Elias, j'aimerais quand même vous interroger par rapport à cette actualité qui a partagé les gros titres tout au long de la semaine écoulée. On dit que les confrères sentent un conflit d'intérêts entre l'ANC et le FONAC. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Aucun conflit d'intérêts. D'abord, l'autorité nationale de lutte contre la corruption a 13 membres. Aucun des 13 membres n'est permanent à l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Tous les 13 membres conservent leurs postes respectifs. Exemple, nous avons un provenant de la banque choisi par l'association des banques et établissements financiers. Il est toujours directeur des opérations au niveau de la Banque Atlantique à ce jour, tout en étant membre de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Le commandant de gendarmerie que nous avons, membre de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, il est directeur des ressources humaines à la direction générale de la gendarmerie à Porto-Novo. Il est toujours à son poste là-bas tout en étant membre de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Le commissaire de police que nous avons au niveau de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, il est toujours commissaire de police, patronne à Ilakondi, la frontière entre le Bénin et le Togo. C'est elle qui est patronne du commissariat de police des frontières à Ilakondi. Elle est membre de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Et qui plus est, elle est élue présidente de la commission numéro 2, la commission des affaires pénales et des plaintes. Ensuite, nous avons un membre, directeur au niveau de la Direction nationale du contrôle des marchés publics au ministère de l'économie et des finances, qui est à l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Il est même élu gestionnaire du budget, le numéro 3 de l'autorité. Il conserve toujours son poste de directeur au niveau du ministère des Finances là-bas. Donc, la loi est très claire. Mais Chacun garde son poste là où il est et il vient travailler pour l'autorité nationale de lutte. Il n'y a donc aucun conflit d'intérêt. Puisque, par définition, le conflit d'intérêt signifie une concurrence. Vous êtes quelque part, vous voulez concurrencer cette structure ou cette institution pour avoir la suprématie ou quelque chose comme ça là. C'est ça là qui explique le conflit d'intérêt. Mais ici, il n'y a aucune concurrence. Puisque l'autorité nationale de lutte contre la corruption, tout comme le FONAC, puisque c'est de ça qu'il s'agit, travaillent les deux dans le même sillage de lutte contre la corruption. Mieux, dynamique. Mieux, au niveau de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, il y a ce que nous appelons le cadre de concertation qui est créé au niveau de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Ce cadre de concertation comporte 1. ALCRER, société civile. 2. Nouvelle éthique, société civile. 3. Social Watch, société civile. 4. FONAC, société civile. 5. Inspecteur général des finances, État. 6. Chambre des comptes de la Cour suprême, public. 7. Inspection générale des armées, public. 8. Inspection générale des services judiciaires. 9. Inspection générale
des affaires administratives. 10. Inspection générale des services et emplois publics. Et 11. Le partenariat national de l'eau. Tous ceux-là se mettent ensemble pour travailler pour le succès et pour la lutte contre la corruption au Bénin. Donc, il n'y a aucun conflit d'intérêt qui est là. Et mieux, quand on a voté la loi 2011-20, 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin, la Cour constitutionnelle a pris la décision de septembre 2011 rendant valide le contenu de cette loi, donc il n'y a aucun problème. 156 articles, c'est toujours en vigueur. Mais est-ce qu'à l'autorité nationale de lutte contre la corruption, est-ce que vous déclarez aussi vos biens? Forcément, c'est même obligatoire. Vous l'avez déjà fait? J'ai fait. Nous avons tous fait. Tous. Pour donner le La bon loi, exemple. attendez, la loi dispose expressément que, 1, l'État choisit le policier. Donc le commissaire de police, c'est l'État qui le choisit. Le gendarme, c'est l'État qui le choisit. Le spécialiste des impôts, c'est l'État qui le choisit. Le spécialiste des marchés publics, c'est l'État qui le choisit. Le douanier, c'est l'État qui le choisit. Tous les autres sont élus à la base par leurs confrères, par leurs pairs. Une fois qu'on a fini de faire l'élection de tout ce monde-là, on donne les 13 noms au ministre de la Justice. Le ministre de la Justice envoie les 13 noms au procureur de la République de chaque ressort d'où vient chacun. Et on fouille votre vie. Enquête de moralité. Pendant 30 jours, on donne un rapport. À la fin de cette enquête de moralité, on donne un rapport. Il est arrivé déjà par 2 fois que des gens n'ont pas pu passer entre les mailles du filet. Leur enquête de moralité a été négative et puis on les a exclus. Une fois que vous passez cette maille de filet maintenant et que l'enquête de moralité vous met à place pour pouvoir travailler à l'autorité nationale de lutte contre la corruption, en ce moment, et en ce moment seulement, le chef de l'État prend un décret pour confirmer tous ceux qui ont été élus à la base ou désignés par le gouvernement. Et ce décret-là est envoyé à la Cour suprême. Et dès que ce décret-là est sorti tout de suite, vous devez faire votre déclaration de patrimoine, sinon vous n'allez pas prêter serment. C'est quand vous avez fini de faire votre déclaration de patrimoine que vous apportez la preuve que le président de la Cour suprême programme la prestation de serment et vous allez là-bas pour prêter serment. C'est le lendemain du jour où vous avez prêté serment que vous devenez membre à part entière de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Donc, tous les membres de l'autorité nationale de lutte contre la corruption ont obligatoirement fait la déclaration de leur patrimoine. Alors, avant de conclure l'entretien, est-ce que vous pensez que le peuple béninois est prêt pour la lutte contre la corruption? Parce qu'on a l'impression que chaque fois qu'on soupçonne quelqu'un de corruption, il y a tout un peuple qui crée quand même des problèmes. Est-ce que le peuple est prêt? Nous devons continuer à sensibiliser. Nous devons continuer à expliquer qu'il y va de l'intérêt du peuple béninois que la lutte contre la corruption soit une réalité. Il faut que dans les caisses de l'État, on trouve l'argent nécessaire pour faire de bons programmes de développement durable afin que les jeunes puissent avoir un créneau pour trouver de l'emploi. Tenez, allez regarder à la sortie des écoles. École primaire, école secondaire, école supérieure. Regardez à la sortie chaque élève, chaque étudiant, chaque enfant qui sort. Vous allez vous poser la question de savoir, mais tous ceux-là vont travailler où? Au Bénin ici. Quel est l'avenir pour ces enfants-là? Nous savons aujourd'hui qu'il y a des enfants, 30 ans, qui ont appris un métier, qui ont leur diplôme, qui savent faire quelque chose, mais dont l'accompagnement de l'État n'a pas permis de leur trouver un travail. Résultat, ils sont à la maison, il a une copine, grossesse arrive. Les parents vont continuer d'entretenir le fils de 30 ans. La fille qui est enceinte. De 27 ans. L'enfant qui vient de naître. Ça fait 3 personnes que les parents continuent d'entretenir. Cet enfant de 30 ans est frustré. Il est frustré. Déçu parfois. Et un jour, il va se lever pour dire, papa, maman, qu'avez-vous fait pour que l'État puisse trouver les moyens pour que je puisse travailler? Et quand ils vont se lever un jour, gourdet en main, on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit. Et donc, chacun de nous a l'obligation, je dirais, a intérêt à ce que nous luttions contre la corruption pour que l'argent rentre dans les caisses de l'État, pour qu'on puisse construire les routes, les hôpitaux, les salles de classe.
qu'on puisse faire des programmes de développement durable pour ouvrir la voie de l'emploi aux enfants, parce que c'est l'emploi qui forme l'homme. Un enfant qui a sa formation, qui a son diplôme et qui n'a pas un emploi est réduit à néant. C'est une bombe. Il ne faut jamais que cette bombe-là explose au Bénin. Parce que c'est quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit. Donc le peuple béninois a intérêt à être prêt pour lutter contre la corruption s'il ne veut pas qu'un jour ça explose. Mais parlant de cette lutte contre la corruption aujourd'hui, avec les différentes dispositions prises par les tests en vigueur, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est impératif aujourd'hui de réviser la loi fondamentale, c'est-à-dire de toiletter la loi fondamentale, c'est-à-dire de réviser la Constitution du Bénin? Parce qu'en ce qui concerne l'immunité parlementaire et bien d'autres immunités connexes, on a comme l'impression que tout est conçu pour protéger ceux qui ont géré les fonds publics au haut sommet de l'État. Je vous répondrai sur 2 plans. Le premier plan, vous avez parfaitement raison. Et nous tous qui travaillons dans le domaine de la gouvernance et la lutte contre la corruption, nous refusons désormais qu'il y ait une justice à 2 vitesses. Depuis le ministre jusqu'au dernier planton, ils doivent tous être jugés par un seul et même tribunal. Il ne devrait plus y avoir un privilège de juridiction. L'immunité là, il ne faut plus ça. Bon, mais pour l'instant, nous avons tous voté la Constitution qui donne ce privilège à certains pour l'instant. Mais la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes a prévu des délais longs de prescription. Si le montant de promesse ou de corruption que vous avez est inférieur ou égal à 10 millions, ça fait un délit. Il faut 20 ans pour que ça soit prescrit. Et les 20 ans courent à partir du jour où on a découvert le délit. Maintenant, si le montant dépasse 10 millions, 1 franc, ça devient un crime. C'est imprescriptible. On peut vous poursuivre jusqu'à la veille de votre mort. Ça veut dire quoi? Ceux qui aujourd'hui ont le privilège d'immunité finiront par descendre un jour. Ils ne seront pas députés tout le temps. Ils ne seront pas ministres tout le temps. Le jour où ils finiront d'être députés, le jour où ils finiront d'être ministres, on va les cueillir comme un fruit mûr pour les amener au tribunal afin de les juger d'une part. D'autre part, en attendant que nous puissions avoir ça, si c'est possible que la révision de la Constitution puisse penser à ça et que l'on enlève ces privilèges de juridiction et que depuis le ministre jusqu'au dernier planton, tout le monde passe devant les tribunaux ordinaires pour être jugé, ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal également, mais est-ce qu'à un moment donné, ça n'a pas quand même servi d'instrument de pression au niveau des différents gouvernements si désormais il arriverait que les élus du peuple soient un peu perçus comme de vils individus, de citoyens ordinaires? Non, non. Justement, c'est ça. Dans d'autres pays, c'est comme ça. Dans d'autres pays, c'est comme ça. Pourquoi le Bénin va continuer toujours de faire exception? Par exemple, dans d'autres pays, bon, la France que nous copions, le chef de l'État a fini d'être chef de l'État, tout de suite il vient, il descend là, bien, puis c'est le tribunal qui le juge. On n'a pas forcé de parler d'une haute cour de justice. Et il faudrait d'abord aller au tribunal et à l'Assemblée pour d'abord voter majorité qualifiée. Est-ce que oui ou non, il peut être traduit? Non. Tout de suite, il répond. Pourquoi le Bénin va continuer de faire exception? Parce qu'on Merci à vous, connaît la manière dont la politique est faite aujourd'hui. Sur Eux avec TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de l'association de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Merci beaucoup. Ce n'est pas la pleine forme ce dimanche, vous l'aurez remarqué. Merci également à vous, Kader Achirou, pour avoir conduit l'entretien avec moi. On retient de cet entretien avec Jean-Baptiste Elias que la lutte contre la corruption est un combat de tous les jours. On retiendra également que le président de la République du Bénin et les membres de son gouvernement, donc avant le dernier remaniement ministériel, sont à jour. Ils ont donc déclaré leur bien. Merci à vous pour nous avoir suivis. Merci donc pour l'attention. À se retrouver le dimanche prochain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.